Bonjour à toutes et à tous et merci pour votre présence en réel ici sur ce plateau et puis nombreux à distance en digital. C'est un vrai plaisir de se retrouver puisque nous prolongeons les réflexions que nous avons engagées depuis le mois de septembre désormais sur la France à horizon 2025, à la fois telle que les Français l'espèrent, l'imaginent, mais aussi telle que les experts, et c'est la raison pour laquelle nous sommes réunis aujourd'hui, les experts eux-mêmes l'aperçoivent et peuvent imaginer en regard de leurs propres expériences, de leurs propres perceptions, des solutions pour les années qui viennent. Donc merci à toutes et à tous d'être ici. Je vous présente sans tarder nos invités. Alors peut-être à distance, Marie, je ne sais pas si vous nous entendez bien, Marie Huyghe, oui, elle nous entend bien, c'est formidable, qui est à Tours, je crois. Voilà, vous êtes ingénieur de recherche au CNRS et vous travaillez notamment sur les questions d'aménagement de l'espace, voilà, avec un goût, ai-je vu, sur l'idée de complexité. Donc vous allez pouvoir nous raconter tout ça tout à l'heure. À ma droite, Karine, alors qui est donc à votre gauche, Karine Gornieu, directrice du développement des partenariats de Generali France. À ma gauche et donc à votre droite, Caroline Brusac, vous êtes également au sein de Generali France. Vous vous occupez des solutions d'assurance pour les particuliers. Et puis, Hubert Joseph Antoine, alors vous ne faites pas partie de Generali, mais c'est tout à fait quand même quelque chose de fréquentable. Vous faites partie au sein du groupe Transdev, vous vous occupez de la stratégie du groupe Transdev, et je crois que vous présidez le laboratoire de la mobilité inclusive par ailleurs. Donc on voit bien tout le lien avec les sujets qui nous intéressent aujourd'hui. Voilà. Je vous propose, si vous le souhaitez, de pouvoir poser en cours d'échange des questions, y compris vous, mesdames et messieurs, qui êtes à distance, toutes les questions qui vous tiennent à cœur, ce qui nous permettra de rebondir. L'idée, si vous voulez, en quelques mots, est que nous puissions, dans un premier temps, vous partager des expériences, livrer quelques repères, et puis ensuite, bien entendu, nous aurons plaisir à répondre à vos questions, dans la mesure, bien entendu, du temps qui nous est imparti. Voilà. Pour commencer, je vous propose de vous livrer quelques enseignements de l'étude d'opinion qui a été réalisée, puisqu'on pourra avoir ainsi, d'une part, le regard des Français, leurs aspirations sur ces enjeux, bien entendu, de mobilité, et puis ensuite, les avis des experts qui pourront à la fois réagir, donner leur propre point de vue, et puis peut-être aussi leurs solutions. Donc, les éléments d'opinion que l'on a recueillis sont issus d'une étude réalisée par Via Voice au cours des dernières semaines, qui porte sur l'horizon véritablement 2025, c'est-à-dire comment les Français anticipent, perçoivent la situation des mobilités en 2025. Alors, c'est de manière délibérée un petit peu ambitieux, on se projette un petit peu loin, mais c'est pour précisément essayer de dégager quelques tendances. Ce qui en ressort notamment, c'est le fait que les choses sont peut-être plus riches, plus multiples qu'on ne l'imagine parfois. On s'imagine parfois une histoire ou un futur un peu linéaire où nous irions vers des mobilités à la fois plus écologiques, plus autonomes, plus électriques. Voilà, si celles et ceux d'entre vous qui ont eu des retours du CES de Las Vegas qui a eu lieu là en janvier, on a des expériences qui décrivent ça exactement, notamment sur la voiture, une voiture qui serait autonome, électrique, avec des prestations de la tech très intégrées dans la voiture, avec des offres pour chacune et chacun, et puis bien sûr entouré de respect de règles climatiques. La réalité est plus complexe. Alors d'abord parce qu'il y a bien entendu des aspects réglementaires. Le président de Stellantis est intervenu la semaine dernière pour dire qu'il était peut-être difficile de respecter un chemin de transformation vers le véhicule électrique aussi rapide qu'il n'est envisagé. Et puis les Français eux-mêmes, sur le principe, aspirent fondamentalement à des changements. On a 59% des Français qui souhaitent que les mobilités au cours des années qui viennent évoluent, s'adaptent à la fois aux nouveaux impératifs de sécurité, mais aussi de coûts, mais aussi de questions climatiques. Donc un souhait de transformation qui est très largement partagé. Mais voilà, quelques alertes. La première alerte, c'est sur les questions financières. On a la moitié des gens qui disent oui, c'est très important de faire évoluer les mobilités vers davantage de respect des questions climatiques et environnementales, mais le budget est très important.
Donc ça veut dire que si on transforme des choses, il faut transformer en clair à la fois dans le respect des normes ou des aspirations environnementales, mais aussi dans le respect des conditions financières des uns et des autres. Le deuxième élément qui est très important et qui ressort de cette étude, c'est l'attachement à l'idée de liberté de choix. C'est-à-dire au fond d'un avenir de mobilité qui ne soit pas trop contraignant, qui n'impose pas un seul chemin, mais qui respecte la manière dont les gens vivent leur vie, travaillent, se déplacent pour aller voir leurs proches, et au fond choisissent aussi leur type de mobilité, leur style de mobilité, sans avoir quelque chose qui soit trop univoque ou impératif. Puis enfin, le troisième élément qui est très propre à la France, c'est le souvenir de la mémoire de l'événement des Gilets jaunes, qui font qu'on a aujourd'hui les 2/3 des Français qui ne souhaitent plus entendre parler de taxe carbone et ne souhaitent plus non plus entendre parler d'une réduction de la vitesse autorisée sur la route. Donc, on voit bien qu'un chemin est possible, puisqu'au fond, on a des aspirations très majoritaires de transformation, de changement, mais ça doit se faire peut-être avec non pas ces garde-fous, mais ces éléments d'aspiration qui existent aussi et dont il faut tenir compte, à la fois des questions très pragmatiques financières, c'est le premier point, deuxièmement des questions de pluralité de choix, de respect des libertés, et puis peut-être ne pas rééditer des événements qui ont pu avoir lieu par le passé et qui sont pour une partie des Français encore très présents à l'esprit. Et enfin, pour terminer, parce que je ne veux pas être trop long, je ne fais là qu'une introduction, enfin, le dernier élément frappant, c'est l'attachement encore très très fort à la voiture, j'allais dire au véhicule auto individuel, mais concrètement c'est à la voiture. On a aujourd'hui 80% des Français qui disent que 81% exactement, dans les années qui viennent, y compris à horizon 2025, ils veulent conserver leur voiture. Donc ça raconte ça que tout le monde ne va pas se déplacer peut-être dès demain matin, ni en transport en commun, ni à vélo, ni a fortiori à pied. La voiture reste le mode de déplacement de référence, bien entendu autorisant des évolutions. Voilà. Donc pour conclure, des chemins de transformation qui se dessinent. Bien entendu, on voit les points d'arrivée en termes technologiques, tels qu'ils apparaissent aux yeux des responsables d'innovation, je parlais tout à l'heure du CES de Las Vegas, mais aussi des éléments de fragilité, parfois d'interrogation qui sont très présents, et bien entendu aussi en termes de clivage, que ce soit des clivages générationnels ou des clivages géographiques au sein des territoires. On n'a pas bien sûr, c'est presque une évidence, mais il vaut mieux le rappeler peut-être, les mêmes aspirations en milieu urbain et en milieu rural. Voilà, c'est quelques enseignements pour un peu poser le décor sur la manière dont les Français se projettent un peu sur ces questions de mobilité. Pardon, c'est très rapide, il y a sur la question des mobilités 1000 autres sujets bien entendu, mais nous sommes ici pour en parler. Je vous propose peut-être de commencer, si Marie nous entend toujours bien, et elle hoche de la tête, ce qui est un signe réconfortant et enthousiasmant, voilà, de commencer peut-être par vous, si vous le permettez, Marie Huyghe. Donc, je vous rappelle que vous travaillez au CNRS, vous êtes consultante par ailleurs, formatrice aussi en mobilité, donc vous êtes en lien avec des collectivités territoriales probablement, vous regardez probablement de près aussi les enjeux de diversité entre les territoires, comment tout ça peut se mettre en scène au cours des années qui viennent. Donc voilà, j'ai une question qui est double en réalité pour vous. La première question, c'est la manière dont vous percevez d'abord ces questions ces enjeux de diversité en regard de la mobilité, diversité territoriale, diversité, probablement le futur de la mobilité n'est pas le même, on le disait tout à l'heure, en milieu rural, en milieu urbain, etc. Et puis, au-delà de ça, sur la nature de vos réflexions, puisque dans le cadre à la fois du CNRS et puis de vos expériences en tant que consultante, voilà, vous avez probablement des lignes de perspectives pour les années qui viennent qui vous sont propres et que vous avez à cœur de partager avec nous ce matin. Voilà, merci beaucoup, je vous laisse la parole et je suis ravi de vous laisser la parole. Merci beaucoup. Oui, je voulais revenir peut-être sur un résultat que vous n'avez pas évoqué dans votre introduction, mais qui est présent dans la synthèse des résultats. C'est la réticence au changement que vous avez identifié chez deux types de publics. D'une part, des publics plutôt ouvriers et employés, et puis d'autre part, les publics des territoires ruraux et périurbains. Et en fait, pour éclairer ce résultat-là, qu'on pourrait simplement entendre comme une réticence au changement, point. On ne veut pas de contraintes, on ne veut pas changer nos habitudes. En fait, pour éclairer ce résultat, je voulais mettre ça au regard de l'analyse qu'on fait du système de mobilité actuel. Donc un système qui est encore marqué par la prédominance de la voiture. Et en fait, quand on analyse ce système, on voit qu'il crée des inégalités sociales d'une part et territoriales d'autre part. Et qui est touché principalement par ces inégalités? Eh bien, les inégalités sociales, ça touche majoritairement les ménages aux revenus modestes
mais au budget mobilité élevé, et donc c'est notamment les ouvriers et les employés. Et ça touche, d'autre part, les ménages qui ont peu d'alternatives aujourd'hui à la voiture, donc les ménages qui habitent en rural et en périurbain. Donc finalement, ces résultats, on pourrait les entendre pas uniquement comme une réticence simple au changement, mais peut-être comme une peur face à un système qui nous semble immuable. D'où l'intérêt vraiment de travailler avec les collectivités, avec les employeurs pour proposer des alternatives à ces ménages. Donc ça, c'est la première chose que je voulais dire. La deuxième chose, vous évoquiez l'attachement fort à la voiture, l'attachement à la liberté, la peur du changement, la peur de la contrainte. Je voulais rappeler quand même l'ampleur des défis qui sont face à nous, des défis sociaux, territoriaux, environnementaux. Ce serait se leurrer totalement que de penser qu'on va répondre à ces défis avec uniquement des améliorations techniques ou technologiques. Ça ne peut pas se faire sans évolution majeure de nos modes de vie. Alors oui, on aimerait tous la simplicité, la liberté, la facilité, mais ce serait se leurrer totalement que de penser qu'on va y arriver sans changement de pratique. Et ces changements de pratique, ils vont souvent avec des contraintes supplémentaires. Ça va aussi avec un peu de plaisir, faire du vélo, autonomiser ses enfants en les laissant aller à pied à l'école, ça va avec du plaisir, de la fierté, mais c'est aussi des contraintes supplémentaires. Donc, ne pensons pas qu'on va y arriver sans contraintes et sans changement de pratique. Et à travers ce que vous voyez dans vos missions, est-ce que ce que vous dites là est la description d'une situation un peu en tension entre la nécessité de se transformer, mais en même temps des freins, des réticences, voilà. Alors, où penche votre regard? Est-ce que vous êtes plutôt optimiste, confiant? Vous dites au fond, les choses vont évoluer parce que les interlocuteurs que vous voyez sont motivés et puis vous avez l'impression que les choses se passent bien? Ou est-ce que il y a des points de vigilance particuliers qu'il faut dès à présent avoir en tête pour essayer d'imaginer un bon chemin pour les mobilités du futur? Alors, un bon chemin, je pense qu'il y aura de nombreux chemins différents. Là où je vais être un petit peu optimiste, c'est que quand on regarde les collectivités, moi je travaille surtout avec des collectivités rurales, donc on pourrait dire celles où c'est le plus difficile aujourd'hui. On a de très nombreuses collectivités rurales et périurbaines qui aujourd'hui avancent et lancent des politiques de mobilité durable vraiment ambitieuses, c'est-à-dire qui essayent de promouvoir le vélo, le covoiturage, les transports en commun quand c'est pertinent, mais ça ne l'est pas toujours, et puis qui commencent à admettre d'imposer des contraintes à la voiture, ce qui est le point le plus compliqué. Donc je dirais, soyons optimistes parce qu'aujourd'hui les collectivités bougent, les entreprises sont volontaires. On a pas mal de programmes de travail avec les entreprises et on voit que les employeurs ont envie de bouger et de proposer autre chose à leurs salariés que uniquement venir au travail en voiture. Et puis, vous disiez tout à l'heure, on n'a pas les mêmes aspirations en rural et en urbain. Je dirais pas ça complètement parce qu'on a aussi des ménages qui aujourd'hui vont habiter en rural et qui n'ont pas du tout envie de tomber dans le schéma tout automobile qu'on leur proposait jusqu'à présent. Donc, on va dire qu'il y a des points positifs et on va s'y raccrocher. Mais encore une fois, le chemin à parcourir est tellement long qu'il faut s'y atteler de toute urgence. Très bien. Eh bien. Écoutez, voilà un beau message de mobilisation. Alors, je me tourne vers vous, si vous le permettez, Hubert Joseph Antoine, puisque vous êtes à la tête du groupe Transdev en charge de la stratégie. Donc, le groupe Transdev, bien entendu, vous allez nous en dire un mot probablement, mais est un acteur. Vous êtes non seulement dans la réflexion, mais aussi dans l'action très, très concrète aux avant-postes de ces mutations. Donc, comment est-ce que vous voyez d'abord peut-être les quelques aspirations des Français telles qu'on vient de les évoquer là, et puis peut-être surtout, est-ce que vous partagez c'est à la fois cet optimisme de possibilités de transformation et les points de vigilance sur l'avenir, et peut-être, alors même si c'est un peu long tout ça, mais quels sont les éléments de réponse que vous pouvez apporter ou que vous pouvez évoquer pour dessiner des voies de mobilité qui puissent être fédératrices pour les années qui viennent? Oui, c'est beaucoup de questions. Oui. Et nous n'avons que quelques minutes, malheureusement. Voilà, je suis désolé. Donc, merci en tout cas de cette invitation. Et c'est vrai que je commencerai par dire que donc je représente effectivement Transdev qui est un opérateur de mobilité. C'est-à-dire que nous, on propose des solutions. Enfin, c'est un peu notre métier. Donc Transdev, c'est un groupe qui opère, on va dire, principalement en Europe, en Amérique, donc du Nord et du Sud, et en Océanie. Notre géographie, voilà, dans une vingtaine de pays. Et on est vraiment centré sur la mobilité du quotidien. C'est-à-dire qu'on est extrêmement peu sur la mobilité longue distance. Donc effectivement, on a cette vocation d'accompagner le
le déplacement au quotidien avec des solutions qui soient finalement les plus adaptées à chacun, qui soient sûres, qui soient efficaces pour les collectivités, qui soient innovantes. Et donc, ce que je peux dire quand même, ce qui me frappe là, et dans ce que rappelait Marie Huyghe, et dans ce que vous avez dit au départ, c'est qu'effectivement on a une sorte de paradoxe en disant il faudrait changer, enfin tout le monde se dit qu'il faudrait changer, puis en fait tout le monde se dit en même temps on peut pas vraiment changer quoi. Enfin ou c'est très difficile et on veut pas changer, on veut garder sa liberté. Et face à ça, je pense que alors là vraiment ça va être une longue route, comme disait Marie Huyghe, c'est sûr que je pense que personne n'a de solution vraiment magique, rapide, voilà. En revanche, je pense que travailler vraiment sur des choses concrètes qui puissent faire que progressivement les représentations puissent changer. Moi, je ne vois que ça comme voie et j'allais dire au laboratoire de la mobilité inclusive là, dont je m'occupe aussi, on est vraiment en plein dans ce sujet, les transitions écologiques et l'inclusion sociale et territoriale et comment tout ça peut se jouer. Et finalement, on arrive toujours à ce sujet-là qui est de dire comment est-ce qu'on peut arriver à faire un peu évoluer la représentation qu'on a des choses. Et je voulais juste donner 3 exemples de choses qu'on fait chez Transdev qui sont très très différentes, mais un peu exprès pour dire voilà, ça peut permettre de faire bouger un peu les lignes. Donc la première, c'est des choses qu'on fait depuis quelques années sur le bassin de vie de Fourmies dans l'Avesnois, donc avec Avesnois Mobilité, donc avec la collectivité, la région qui est très impliquée, qui est là où on a énormément travaillé en amont, j'allais dire, sur le contact avec les habitants, mais alors de manière beaucoup plus profonde, on va dire qu'on le fait habituellement quand on travaille sur les territoires, et donc en essayant de travailler sur les différents freins qu'il peut y avoir à la mobilité. Et donc ça donne pour le coup un ensemble d'actions qui sont travaillées avec des associations, avec des acteurs publics locaux, donc c'est forcément effectivement, et donc avec les collectivités elles-mêmes, et un peu sous la houlette des collectivités, mais depuis des actions de formation, des développements de types de covoiturage qui soient vraiment adaptés aux besoins, parce qu'en fait souvent on a plein d'idées, mais enfin les idées elles tombent à côté quand même, assez souvent. Et puis, il y a vraiment cette idée d'intermodalité, c'est-à-dire de faire en sorte que on puisse utiliser certains transports parce qu'on peut y accéder, on peut y aller. Donc pour ça, faut mettre en place, j'allais dire, le bout de transport qui est adapté, qui est nécessaire. Donc ça, c'est un genre d'exemple où on voit qu'on est très sur le local et où il y a vraiment un sujet d'accès au transport. Un deuxième exemple, c'est sur Saint-Étienne. Alors là, on est plus dans le domaine du digital, mais je fais un peu exprès parce que c'est quand même un vrai sujet. Et là, on a bien dit le digital ne peut pas tout résoudre. Mais donc, on a lancé une appli qui s'appelle Movizy, qui est, donc on appelle ça Mobility as a Service dans notre jargon, mais qui est l'idée générale de ça. Et ça fait quelques années que les gens de la mobilité cherchent un peu une sorte de Graal en disant, mais si vous pouviez simplifier cette multimodalité avec juste une appli où vous dites voilà, je vais à tel endroit, puis ça vous fait tout et ça vous donne la chose la plus efficace et la plus adaptée à vos besoins. Donc là, on a une des applis, je pense, les plus performantes au monde parce que quand on regarde, je pense qu'il y en a 5 ou 6 qui sont comparables dans le monde, qui est menée à Saint-Étienne. Et on voit à la fois, donc il y a tous les modes, il y a le vélo, tout est intégré dans l'appli. Et on voit que finalement, on touche beaucoup ceux qui sont nos publics qu'on a déjà, c'est-à-dire nos abonnés, mais pour aller au-delà, on voit qu'on a un énorme travail à faire. Donc c'est le digital, mais pas que. Donc ça, c'était mon deuxième exemple. Et le dernier que je voulais prendre, c'était sur... on a lancé une ligne de
cars électriques. Donc on entend beaucoup parler des bus électriques, mais en fait, dès lors qu'on est sur des distances plus longues, il y a des sujets de batterie, d'énergie qui sont plus compliqués. Donc on a lancé une ligne de cars électriques avec la région sud, donc sur Avignon-Toulon. Donc là, on est sur 200 km. Et alors, il y a le côté technique, où voilà, c'était un peu une innovation pour arriver à le faire. Et l'idée, c'est de pouvoir travailler sur des échelles de distance plus longues avec un transport décarboné au tarif, on va dire, au tarif transport en commun, enfin au tarif public, donc à des tarifs très attractifs, dans des zones qui sont très congestionnées en voiture. Donc encore une fois, on n'est pas du tout dans le même environnement que quand je parlais de l'Avesnois et de Fourmies quand on est sur des territoires comme ça. Et on voit que ça fait un peu bouger les représentations parce qu'on est dans un monde quand même du tout voiture. Et avoir du car de qualité, non polluant, sur de la longue distance, ça a beaucoup interpellé les gens. Donc c'est juste pour dire que on est aussi sur le vélo avec Véligo, mais c'est juste pour dire que on a finalement des territoires qui sont extrêmement différents et des problématiques qui sont extrêmement différentes, et qu'à chaque fois, je pense qu'il faut qu'on arrive à faire un peu le pas supplémentaire qui peut tirer un peu vers voilà, une représentation qui évolue dans les têtes. Donc c'est un peu pointilliste ce que je raconte, mais je ne sais pas comment on peut faire autrement vu la diversité des territoires et des enjeux. Et puis c'est très intéressant puisqu'on comprend bien qu'il y a un aller-retour fécond en l'occurrence entre les cultures, les représentations et puis les usages, les pratiques, et l'un nourrit l'autre au fond. Donc ça donne un chemin en effet de progression. Merci beaucoup. Alors Caroline Brusac, vous avez beaucoup de chance puisque vous vous occupez des solutions d'assurance aux particuliers pour Generali, donc ça vous donne, j'imagine, un poste d'observation extrêmement précis et puis en même temps évolutif, à la fois de ce que font les gens, de leurs pratiques, des risques auxquels ils s'exposent bien entendu, et puis de leurs aspirations pour l'avenir. Donc voilà, je ne sais pas comment dans votre esprit ces éléments de réflexion résonnent. Est-ce que vous voyez à travers les usages d'assurance particulier des mutations en matière de mobilité, et est-ce que voilà, vous dessinez des perspectives d'avenir avec éventuellement, comme on le dit là, des opportunités bien sûr, mais des risques, et peut-être lesquels aussi? Alors merci beaucoup. En effet, alors chez Generali, on est un assureur auto traditionnel. Ce qui implique qu'on répond aux besoins de couverture assurantielle de nos clients en automobile, et qu'aujourd'hui, on est particulièrement attentif à l'évolution des usages. Et on en a discuté, les usages évoluent, sont divers, variés, hétérogènes, et ce qu'on a pu observer ces dernières années, c'est une évolution vers des moyens de mobilité qui sont peut-être plus douces, plus diversifiés. Donc il y a eu l'apparition des trottinettes électriques, des overboards, des skateboards, etc. Et donc un besoin de couverture de ces nouveaux moyens de mobilité qu'on n'assurait pas auparavant et qui impliquent de nouveaux risques. Et puis avec le Covid ces 2 dernières années, aussi une volonté de chacun d'avoir un moyen de mobilité qui soit individuel, pas dans les transports en commun à cause des risques sanitaires. Donc une évolution à la hausse du prix du vélo, de la valeur du vélo pour chacun, et donc des besoins d'assurance contre le vol qui n'étaient pas tout à fait présents, ou dont les clients n'avaient pas autant conscience. Et puis dans cette évolution de cette mobilité individuelle, c'est une mobilité qui permet aussi de faire le dernier kilomètre, ou les derniers kilomètres et demi avant d'aller à la gare, d'aller se rendre à son travail, ou faire quelques kilomètres pour se rendre à un endroit sans utiliser sa voiture et sans utiliser forcément systématiquement les transports en commun. Le deuxième point, c'est qu'avant on parlait de couverture de la voiture comme le principal moyen de déplacement et surtout le bien matériel. Aujourd'hui, on veut, ce dont on se rend compte, c'est que les gens, les Français veulent se couvrir dans leur mobilité.
donc pas que la voiture. Je commence par prendre mon vélo, ensuite le train, ensuite peut-être une voiture de location. Et comment est-ce que j'assure tout mon trajet et les différents usages que j'ai au cours de mon trajet. Et puis, on en a parlé tout à l'heure, Marie Huyghe l'évoquait, les besoins ne sont pas les mêmes en fonction de est-ce qu'on est en milieu urbain, en milieu rural, et puis en fonction des générations, parce qu'il y a un fort et net recul de l'âge du passage du permis de conduire. Parce que les jeunes générations voient moins l'intérêt de passer le permis de conduire et sont moins intéressés par le fait d'être propriétaires d'une voiture. Ce qui était un marqueur social pour les précédentes générations. Aujourd'hui, ils le voient, eux, moins nettement. Ils se disent qu'ils passeront le permis plus tard et puis que de toute façon, ils n'ont pas besoin d'avoir une voiture parce qu'ils pourront prendre une voiture pour quelques kilomètres, pour un week-end. Et donc, ils sont plus passés d'une notion de propriété de détention à une notion d'usage. Donc, il y a vraiment une évolution de ces pratiques. Donc, ça va en effet pas se faire en quelques années. Ça va prendre plusieurs années. Et ça viendra peut-être d'une contrainte, Marie le disait, ou en tout cas d'une volonté forte, mais surtout d'un choc de l'offre plutôt qu'un choc de la demande. Quand les moyens mis à disposition de mobilité seront plus variés, les Français pourront envisager de manière plus facile et intuitive le fait de se mouvoir sans la voiture. Et puis par ailleurs, chez Generali, on s'intéresse aussi beaucoup aux seniors et à la mobilité des seniors et à l'autonomie. Un senior qui a 70 ans, qui prend sa voiture depuis 40 ans, il n'a pas envie de prendre le train parce qu'il se dit que d'abord, il faut prendre peut-être un taxi ou le métro et que puis monter dans le train, c'est pas facile. La SNCF réfléchit aussi à comment est-ce qu'on peut être autonome dans la prise du train et ça se fait parfois par des petites évolutions. C'est que la petite marche pour monter dans le train, ça ne facilite pas la mobilité. Ça ne facilite pas l'autonomie dans le déplacement. Et donc, c'est aussi pouvoir répondre aux besoins à la fois des seniors, des gens qui se déplacent pour aller à leur travail et aussi des plus jeunes générations. Donc voilà, on reste très attentif à ces évolutions pour être en mesure de répondre aux besoins de nos clients. Donc toute une gamme de petites évolutions de la marche du train, mais aussi à la trottinette, voilà. Tout ça, ce sont des petites choses, mais qui accumulées font une mutation quand même très significative. Exactement. Très bien. Dans le temps. Dans le temps, merci beaucoup. Et puis, en français, last but not least, Karine Gagneux, donc vous vous occupez des partenariats au sein de Generali, alors vous allez nous en dire un mot bien entendu aussi si vous le souhaitez, puis ce qui vous donne aussi un point de vue sur peut-être les nouveaux produits, les nouveaux services qui sont, que vous voyez poindre dans la nature de vos activités. Donc voilà, je ne sais pas si vous pouvez dévoiler, c'est une partie confidentielle bien entendu j'imagine, enfin si vous pouvez dévoiler quelques grands enseignements de ce que vous voyez dans le cadre de vos activités, et puis voilà, pour voir si ça converge, complète ou s'oppose peut-être à des choses qu'on a pu déjà dire sur ces nouvelles mobilités. Non, au partenariat, effectivement, on est un acteur de la mobilité, comme l'a rappelé Caroline. L'auto fait partie de nos produits phares. Et vous l'avez rappelé, 81% des Français ne vont pas se passer de leur automobile d'ici 2025. Et donc, on doit continuer à les accompagner. Pour autant, leur automobile, elle va plus être exactement la même, plus électrique, plus hybride. Et donc, nos offres doivent évoluer. On a intégré la couverture des batteries qui sont souvent louées, la couverture des câbles, des services d'assistance qui proposent un remorquage par un véhicule électrique ou un remorquage vers la borne de recharge la plus proche. Donc ça, c'est des choses qui évoluent sur la partie automobile. On a un deuxième axe, puisqu'on l'a vu ensemble, la mobilité, elle sera diverse. Et ce qui nous intéresse particulièrement dans cette diversité, c'est l'essor en fait, des déplacements en vélo et en trottinette électrique en particulier. Il y a une étude qui montrait qu'il y avait plus 30% de ces déplacements qui s'effectuaient par ces mobilités durables. Et elles sont complètement en ligne avec l'ADN de Generali et ses préoccupations environnementales.
Et donc aujourd'hui, on a à cœur de proposer des solutions pour ces usagers, des vélos électriques et des trottinettes électriques en particulier. Et pour ça, on a imaginé des solutions et des produits pour toucher le plus grand nombre d'usagers, en particulier ces propriétaires et locataires longue durée de ces nouveaux engins. Et donc on a 3 grands axes en fait. Un axe évidemment où on accompagne en co-construisant des solutions avec des InsurTech ou des courtiers qui conçoivent des solutions pour des acteurs de la mobilité, notamment des C-Vélo, des Véligo, qui apportent des solutions aux collectivités pour encourager cette mobilité durable. Et donc nous, en complément, on propose des solutions d'assurance pour couvrir les usagers. Le deuxième axe, c'est les distributeurs et les vendeurs de vélos et de trottinettes. Ils sont bien placés, ils sont en premier lieu, et donc pour couvrir contre ces risques, puisque on a bien vu que le vol des vélos est un phénomène très important dans la société. Les blessures que l'on peut s'occasionner à soi-même ou aux autres sont des choses qu'on doit protéger, et donc on intervient avec des solutions qui sont extrêmement simples, digitales. Si vous achetez votre vélo dans un magasin, juste un simple flash d'un QR code vous permet d'accéder à notre parcours de souscription, et si c'est en ligne, évidemment, un lien permet d'accéder à ces solutions qui vont être là, mises en place d'ici la fin du mois ou milieu du mois prochain. Et puis enfin, le troisième axe auquel on croit particulièrement et dont on a déjà parlé, c'est les entreprises. Les entreprises, elles ont à cœur d'apporter et d'encourager et de valoriser, je dirais même, les déplacements de leurs collaborateurs quand c'est possible en vélo, et en tout cas en essayant d'avoir un impact environnemental le plus faible. Et donc la loi LOM, qui a été votée en décembre 2019, encourage ces discussions entre les partenaires sociaux et les entreprises pour proposer des indemnités. Et alors, c'est encore naissant, mais en tout cas, on voit qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui se préoccupent de ces sujets et qui proposent cette indemnité forfait mobilité durable à leurs collaborateurs. Et nous, on souhaite les accompagner et les encourager en ajoutant en fait une proposition à leurs collaborateurs d'accès à une offre, je dirais, plus attractive, parce qu'elle est proposée par leur entreprise, et donc avec des coûts de distribution plus faibles pour accéder à des solutions d'assurance de leurs vélos et trottinettes électriques. Oui, donc ça complète ce que vous dites. Vous êtes sur un schéma d'une pluralité d'acteurs qui interviennent, que ce soit les entreprises ou autres, enfin de différents acteurs, ce qui complète bien d'ailleurs la démarche de la multiplicité des chemins de transformation que vous évoquiez précédemment. Alors voilà pour ces premiers repères. On a beaucoup de questions pour pouvoir, si je puis dire, aller dans le dur de nos réflexions, et puis peut-être approfondir certains aspects. Alors je ne sais pas si parmi vous, mesdames et messieurs qui nous regardez à distance, si des questions apparaissent. Si c'est le cas, je devrais les voir apparaître sur cette tablette. Et puis sinon, bien sûr, nous avons beaucoup de questions par ailleurs qui peuvent exister en direction de nos intervenants. Alors, je n'ai pas pour l'instant, sauf erreur de ma part, je ne sais pas si c'est une question technique. Je sais qu'il y a beaucoup de questions, mais qui n'ont pas la chance d'arriver pour le moment sur ma tablette, mais ça va peut-être venir. Voilà, donc on se donne quelques instants, tranquillement. Voilà. Et sinon, nous avons nous-mêmes de nombreuses questions à poser. Merci beaucoup. Alors, concrètement, on peut peut-être revenir à vos réflexions, Marie Huyghe, puisque vous avez commencé, donc ce n'est pas une question de préséance, mais enfin, pour reprendre le chemin de nos interventions, sur ce que vous apercevez dans ces mutations, est-ce qu'il vous semble, vous disiez tout à l'heure, c'était intéressant parce qu'il y a l'amorce de vision un peu différente. Moi, j'ai eu tendance à dire, sur la base de d'études d'opinion menées par Via Voice, il y a quand même des différences entre ville et mondes plus ruraux. Et vous disiez, il faut nuancer, et on comprend bien cette nuance, puisqu'au fond, il y a des transferts de citoyens, de populations qui se font de manière très régulière. Voilà. Donc comment est-ce que vous voyez cette tendance-là ? Est-ce que vous vous dites, au fond,
il y a aujourd'hui des différences, mais elles ne sont pas si importantes que ça, et surtout elles vont peut-être s'atténuer au cours du temps, parce que là on a beaucoup aussi entendu parler, c'est très frappant dans tout ce que vous dites, des nouvelles mobilités douces, la trottinette électrique, le vélo électrique, pourquoi pas le solo wheel, enfin tout ça, voilà. Mais quel est le périmètre de ces mutations? Est-ce que vous vous dites à terme, au fond, on va plutôt vers une homogénéisation, y compris ces mobilités douces, on va pouvoir les voir se développer un petit peu partout, ou au contraire, est-ce que vous dites quand même, il y a quelques grands axes de différenciation à avoir en tête pour se dire qu'on va en réalité vers plusieurs catégories de mobilité, quoi. Voilà. Comment est-ce que vous voyez ces dynamiques-là? Alors là où je parlais d'homogénéisation, c'est peut-être dans les aspirations des habitants. Par contre, en termes de solutions, entre rural, périurbain d'un côté, c'est-à-dire tous les territoires aujourd'hui dépendants de la voiture et construits autour de la voiture depuis 30 ou 50 ans, entre ces territoires-là et les territoires urbains, les solutions à mettre en place ne seront pas du tout les mêmes. Et les situations aujourd'hui ne sont pas du tout les mêmes. Parce qu'en urbain, ça fait 20 ou 30 ans qu'on commence à développer. Alors, on a développé des transports en commun. Maintenant, il y a du tram ou du métro dans les principales métropoles. On a développé des infrastructures cyclables. On a développé des infrastructures pour le covoiturage. En rural et en périurbain, les politiques qui sont mises en œuvre, elles sont beaucoup plus récentes. Il y a aussi beaucoup moins d'ingénierie, c'est-à-dire beaucoup moins de compétences aujourd'hui pour travailler sur cette question de la mobilité. Il y a aussi beaucoup moins d'argent, beaucoup moins de moyens financiers. Donc les situations sont vraiment pas du tout les mêmes entre ces territoires. Et dans les solutions qui sont pertinentes, encore une fois, en rural périurbain, alors la trottinette, pourquoi pas, mais pour des distances qui sont très faibles. Alors, il faut quand même noter qu'en rural et en périurbain, on a aussi des distances, on a aussi des déplacements de proximité qui existent. La moitié des déplacements en rural et en périurbain font moins de 5 km. Donc il y a aussi un peu de pertinence pourquoi pas pour la trottinette. Je reviens sur ce que disait Madame Gornieu. Le vélo et les mobilités actives a aussi énormément progressé en rural et en périurbain ces 2 dernières années. Donc vous mentionniez l'étude de Vélo et Territoire, donc qui mentionne une fréquentation en hausse de 30% en urbain. Et en périurbain et en rural, je crois que c'est autour de 16%. Donc c'est pas non plus du tout négligeable. Donc il faut, encore une fois, voilà, comme on l'a dit depuis le début, il faut bien considérer qu'il n'y aura pas une solution unique, qu'on sera dans de l'intermodalité, et dans le rural ce sera pareil. Il faut compter sur le covoiturage, le transport en commun, le vélo, la marche à pied. Ne pas oublier la marche à pied, on n'en a pas parlé, mais c'est hyper important, et la voiture quand ce sera pertinent. Très bien. La voiture solo, évidemment. C'est très clair. Alors, Hubert, Joseph, Antoine, peut-être une question, là, parce que je vois les questions qui arrivent, peut-être une question pour vous, qui pourrait être posée à d'autres, bien entendu aussi, mais sur une question posée par Pierre, sur la capacité et les bons chemins qui permettent de lever les réticences au changement. Alors vous avez donné tout à l'heure un élément de réponse en disant les usages peuvent être des éléments de conviction tangibles, ça peut jouer sur les perceptions, les pratiques, mais est-ce qu'il faut aller sur des hypothèses un petit peu plus audacieuses ou plus musclées financières, par exemple des incitations financières? Est-ce qu'on peut considérer, je me fais le traducteur des questions de Pierre, est-ce qu'on peut considérer que le fait d'expérimenter des nouvelles mobilités finalement permettent de se dire on découvre des choses qui sont assez séduisantes et au fond la voiture telle qu'on la connaît depuis longtemps, à terme on peut peut-être l'abandonner, donc est-ce que d'une certaine manière les nouvelles pratiques font école? Est-ce que ça peut permettre d'irriguer et de se dire on découvre que dans certains usages, comme le disait justement Marie, le vélo, la trottinette peuvent être pertinents et donc ça conduit progressivement à abandonner certains usages plus classiques. Donc voilà, où est-ce qu'il faut placer le curseur entre les mutations culturelles, les facteurs d'incitation purement financiers, et puis peut-être des expérimentations plus personnelles qui peuvent se faire au gré. Comment passer à l'étape d'après, pour dire les choses simplement. Voilà. C'est une question un peu ambitieuse, mais vous vous occupez de la stratégie. Voilà. Ouais, ce que j'ai envie de faire, c'est que, donc, comme on l'a dit, en fait, c'est vrai que les situations sont très différentes, sont très diverses. Donc c'est vrai que c'est difficile de donner des visions complètement d'ensemble, mais je vais être un peu caricatural, donc il y a la limite de la caricature dans ce que je vais dire, mais je vais séparer finalement deux types d'enjeux. Les enjeux des zones denses, très denses, des métropoles, et les enjeux, on va dire, des territoires qui sont plus éloignés et plus... Sur le premier sujet, et notamment avec les sujets d'enjeux climatiques,
là, il y a des sujets d'échelle. C'est-à-dire que, typiquement, nous, quand on regarde certains calculs sur, même avec le boom du vélo, des mobilités douces, ça ne répondra que partiellement aux enjeux de décarbonation des grosses métropoles. Donc, sur ces sujets-là, on se retrouve avec vraisemblablement un travail d'ensemble qui mêle de la contrainte, et quand même dans les grandes métropoles qui arrivent à avancer un peu sur le sujet, il y a un élément de contrainte. Enfin voilà, c'est pas hyper. Quand on disait, on voyait bien dans votre sondage que les gens étaient réticents à ça, il faut quand même se le dire. Mais ça suppose qu'il y ait des solutions. Enfin, ça veut dire qu'il faut des parcs relais, il faut une qualité de transport en commun, de fiabilité, de confort qui soit bonne. Nous, ce qu'on voit, c'est que c'est pas tant des sujets de tarification aujourd'hui des transports en commun et tout ça. Quand on fait nos études, c'est pas ça qui joue le plus. D'ailleurs, quand on fait des études de sensibilité, on voit que finalement, on dit c'est le même prix que vous soyez debout, tassé ou assis, que vous soyez... Enfin, on a plein de sujets quand même par rapport à l'économique, mais c'est quand même des sujets de fiabilité, des sujets puis tout simple vous n'allez pas changer 4 fois de mode de déplacement pour aller quelque part. Donc il faut des solutions, mais c'est vrai qu'il y a des sujets de contrainte. Vous avez des villes qui commencent à avoir des choses assez ambitieuses, comme Los Angeles, où ils ont fait des zonings dans les villes et ils commencent à empêcher, par exemple, typiquement des VTC de rentrer dans certaines zones à certaines heures. Enfin bon, il commence à y avoir des systèmes qui se développent, qui sont des systèmes plus ou moins intelligents. Donc les sujets de péage urbain, des sujets massifs du type que nous on promeut beaucoup, utilisation d'une voie dédiée à l'entrée de certaines agglomérations qui seraient réservées à du transport en commun ou à du carpooling, c'est-à-dire il faut être plus de personnes dans une voiture pour pouvoir être sur cette voie-là. Donc ça, c'est des systèmes qui sont quand même des systèmes qui vont vraiment vous générer du report modal en masse. Et pour nous, le sujet tel qu'on le voit, c'est qu'on a quand même une très bonne desserte en général au cœur des villes, et puis la relation avec la périphérie, avec le périurbain, pose problème. C'est-à-dire qu'elle est vraiment dans des proportions, vous avez 3, 5 fois moins d'offres, et donc on pense qu'il y a sans doute un sujet de réinvestir, peut-être de se dire qu'effectivement il y aura plus de modes actifs, plus de vélos dans les cœurs de ville, et qu'il faut peut-être redéployer d'une certaine manière des moyens davantage avec la périphérie. Donc là, vous avez du lourd, vous avez de l'infrastructure, vous avez de l'offre à mettre, et donc on peut toujours dire il faudrait que. Enfin, là, vous avez quand même des leviers assez lourds et donc aussi assez coûteux qu'il faut mettre en place. Sur le sujet à l'opposé de territoire où on dit la seule solution qu'on a, c'est la voiture. Nous, on pense que déjà, la voiture fait complètement partie du système, donc on ne peut pas du tout imaginer de se dire il faudrait que tout le monde, laisse sa voiture. Enfin, c'est pas ça le sujet. C'est un des modes de déplacement. En revanche, c'est là que, alors c'est davantage ce qui a été évoqué en disant c'est un travail fin, et sans doute que des systèmes, notamment de covoiturage, devront se développer, tout ce qui est transport partagé, que nous, on a beaucoup travaillé, alors notamment aux Pays-Bas, là, avec des bus, là où c'est des volontaires qui ont confié des véhicules, qui font du transport partagé, enfin tout un tas de solutions. Alors il y en a plein qui se développent, y compris dans des territoires en France, mais voilà, c'est d'un autre genre. Et c'est vrai que quand on regarde les maths et les chiffres par rapport aux enjeux climatiques, c'est vrai qu'on a un énorme sujet des zones denses et qui nécessite. C'est pour ça que on ne peut pas tout mettre sur le même plan, quoi. Voilà. C'est intéressant parce que l'étude d'opinion dont on parlait tout à l'heure révèle l'attachement aussi à ces questions de disparité. Au fond, comment on fait, et ça peut être générateur d'inégalité aussi entre les territoires, à la fois en termes de fréquentation, en termes de desserte. Donc il y a des enjeux aussi d'universalisation des mobilités du futur qui sont très importants. Alors je vois qu'on a beaucoup de questions, donc merci beaucoup à celles et ceux qui posent des questions. Et il ne nous reste plus qu'un quart d'heure, je crois, malheureusement, le temps passe vite.
Donc je me tourne vers vous à nouveau, si vous le souhaitez bien, si vous le voulez bien, Caroline Brusac, parce qu'on a une question qui, me semble-t-il, peut vous être destinée, une question de Jérémy sur les nouveaux risques à assurer. Vous les avez évoqués un petit peu tout à l'heure. Les nouveaux risques à assurer à l'heure de ces nouvelles mobilités, des mobilités douces notamment. Voilà, je me déplace désormais, enfin à titre personnel pas du tout, mais enfin imaginons qu'on se déplace en trottinette électrique, en solo wheel, etc., etc. Quelle est l'amplitude et concrètement quels sont ces nouveaux risques qui peuvent être pris en charge par une société telle que Generali ou par d'autres éventuellement? Oui. Alors, pour tout assureur, alors déjà, la première étape pour nous, c'est la compréhension de ces risques qui peuvent peser à la fois sur la personne et sur le bien. Et donc, comme pour n'importe quel risque qu'on veut couvrir, on va commencer par se poser les questions des risques qu'ils représentent. Donc, de manière assez classique, il y a le risque sur le bien lui-même, donc l'accident, la casse, le vol, comme on peut l'avoir pour une voiture quand il s'agit de trottinettes électriques ou de vélos électriques. Et puis, va y avoir les risques qui pèsent sur la personne elle-même en tant que conducteur ou en tant que tiers, ce que Karine évoquait tout à l'heure, ce que nous on appelle la RC circulation, quand on parle des dommages causés aux tiers. Qu'est-ce qui se passe quand je suis le conducteur d'un vélo électrique ou d'une trottinette électrique et que je renverse quelqu'un en me déplaçant? Ou alors, qu'est-ce qui se passe si moi-même je suis renversée, que je tombe quand je me déplace à l'aide de ce nouveau moyen de locomotion? Donc, c'est d'abord la compréhension de ce risque. Et puis, une dernière partie qui est l'assistance, c'est... tout le monde le sait quand on a une voiture, si on a une crevaison, une panne, on peut toujours faire appel à l'assistance qui va venir remorquer le véhicule ou vous permettre de finaliser votre trajet, remorquer le véhicule jusqu'à un garage ou un réparateur. Et puis c'est le même type de dispositif qu'il faut qu'on mette en place pour ces nouveaux moyens de mobilité. Donc ça, c'est pour les nouveaux moyens de mobilité douce ou pas. Et puis, il y a aussi une compréhension de l'évolution de la voiture elle-même. Donc, Karine l'évoquait tout à l'heure avec les véhicules hybrides et électriques. Dans un véhicule traditionnel thermique, essence ou diesel, quand vous avez un accident et qu'il y a de la carrosserie à réparer, il n'y a que la carrosserie à réparer. Quand il s'agit d'un véhicule hybride ou un véhicule électrique, la technologie qui est embarquée dans la batterie et les risques qu'elle porte font qu'il ne s'agit pas de remplacer, de réparer uniquement la carrosserie, mais aussi de remplacer l'intégralité de la batterie. Parce que si elle a eu un choc, elle a potentiellement pu être endommagée. Si elle est endommagée, il y a un risque d'explosion, d'incendie de cette batterie. Et donc, ça veut dire des nouveaux risques qui peuvent porter et sur le véhicule et sur son conducteur suite à un premier choc. Donc, c'est tous ces sujets qu'on étudie aujourd'hui pour pouvoir prendre en compte l'évolution le moyen, enfin la technologie qui propulse la voiture, et puis l'évolution de la technologie qui est embarquée aussi avec tous ces véhicules qui ont de plus en plus de technologie pour être autonomes, identifier les distances de freinage, etc. etc. Donc ça fait une évolution de la couverture et surtout de la compréhension des risques de tous les moyens de mobilité de nos clients et assurés. Donc vous dites qu'on est en train de vivre une transformation globale qui touche à la fois le périmètre du risque et donc de l'assurance, mais aussi les moyens opérationnels concrets de mobilité, mais aussi les questions climatiques, mais aussi les questions d'urbanisme, de vie dans l'air. Donc c'est une révolution qui est industrielle, qui est climatique, mais qui touche aussi, qu'est-ce que c'est qu'être responsable, de quoi je suis responsable dans ma vie quotidienne. C'est une révolution globale au sens où elle touche tous les aspects de la vie quotidienne finalement. Tout à fait. Très bien. Écoutez, merci beaucoup. Alors je me tourne à nouveau vers vous, Karine Gornieu. Vous évoquiez tout à l'heure le rôle des entreprises qui, en effet, sont de plus en plus attendues par les Français, notamment, mais par la plupart des opinions publiques, pour répondre aux enjeux qui viennent, que ce soit en matière de mobilité,
et on peut dire même sur tous les sujets, puisque le partenariat que nous avons mis en place ensemble avec Radio Classique, avec Generali bien entendu, Via Voice réalisant les études d'opinion, avec en termes de prospective également le soutien du Centre Global sur le futur, les études que nous menons depuis le mois de septembre montrent de manière prioritaire les attentes envers les entreprises, même plus qu'envers l'État. C'est-à-dire quand bien, mais c'est une forme de paradoxe, puisqu'on a eu le quoi qu'il en coûte avec un rôle très présent de l'État pendant la pandémie, et au sortir de cette pandémie, après ce quoi qu'il en coûte, les gens disent c'est aux entreprises d'accompagner en priorité toutes ces mutations. Voilà. Donc quels sont au fond, à lueur de vos expériences, les rôles, les missions que les entreprises peuvent endosser dans les années qui viennent pour accompagner ces nouvelles mobilités et pour, au fond, permettre à la fois... On est en train de parler on parlait d'une révolution globale, mais il y a au fond deux tendances. Il y a la grande tendance climatique qui en soi est une révolution, ça pourrait justifier une révolution industrielle en soi, puis il y a bien sûr toute la révolution technologique des nouveaux usages. Donc comment est-ce que vous imaginez ou qu'est-ce que vous percevez comme tendance dans le rôle de l'entreprise pour préparer ce monde de demain? Alors, j'ai des questions très vastes, mais comme on a peu de temps, du coup, je me dis que vous allez peut-être nous dire énormément de choses dans ce peu de temps. En tout cas, dans les échanges qu'on a eus avec les différentes entreprises, de façon, même peut-être avant de parler des échanges, de façon générale, on voit bien que la responsabilité sociale et environnementale de l'entreprise est quelque chose qui préoccupe l'ensemble des entreprises, à la fois pour attirer les talents, à la fois pour retenir et mobiliser et donner de l'énergie, je dirais, à leurs collaborateurs. C'est des sujets qui sont extrêmement fondamentaux. On s'aperçoit du coup, nous, dans nos échanges avec les entreprises, qu'un grand nombre d'entre elles ont à cœur de s'engager et de promouvoir et d'avoir un impact sur la protection de l'environnement. Et donc, elles proposent à leurs collaborateurs ces solutions. Et puis, vous avez parlé en introduction, je crois, des gilets jaunes. Il y a des sujets aussi de pouvoir d'achat, de nouveaux contrats sociaux qui sont discutés entre les entreprises et les collaborateurs à leur retour des nouveaux temps de travail, du télétravail, etc., qui sont d'actualité d'ailleurs chez Generali, mais pas seulement. Et donc dans ce cadre-là, les entreprises, c'est un moyen, en tout cas les solutions qu'on a mis en place, on voit bien de proposer à leurs collaborateurs à la fois de venir à vélo. Et je dirais que c'est en général le vélo qui est le plus fréquemment promu parce que, comme l'a rappelé Marie-Lune, c'est quand même le moyen de transport le plus facile pour parcourir les 5 km plus que le gyro-roue ou qui présente des risques. Et donc, elles ont quand même à cœur, ces entreprises, de protéger l'intégrité de leurs collaborateurs. Et donc, elles proposent en plus ces solutions. Elles ont envie de proposer des solutions d'assurance, justement pour protéger à la fois le bien et, comme l'expliquait Caroline, le collaborateur. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que, même si c'est le vélo qui est, je dirais, le premier moyen de transport promu par ces entreprises, elles sont aussi, à mon avis, indispensables pour promouvoir l'assurance en cas d'utilisation des trottinettes. La loi oblige l'assurance de la responsabilité civile. Je crois que les Français n'en ont pas encore tout à fait conscience, même s'il y a des campagnes de promotion, et puis peut-être que les services publics commencent à un peu répréhender les usagers qui sont non assurés. En tout cas, elles ont un vrai rôle social à jouer pour promouvoir cette assurance et la conformité, je dirais, le bien vivre ensemble de ces nouveaux usages et de ces nouveaux déplacements. Et puis vous dites aussi, et on aurait peut-être pu commencer par ça, le rôle de la pandémie qu'on vient de vivre, qui a été un accélérateur de pratiques et d'usages. On a tous vu les coronapistes. Et puis je dirais qu'il y a aussi des sujets autour du bien vivre. La marche, on l'a évoqué, le vélo, la mobilité active. Permet de vivre en bonne santé plus longtemps. Donc c'est des sujets qui sont au cœur, je dirais, de la société et qui arrivent dans l'entreprise, puisque le bien-être en entreprise est aussi un sujet de préoccupation. Donc les entreprises, pour nous en tout cas, sont un relais à la fois pour les mobilités, pour la protection, et c'est pour ça qu'on est assez convaincus qu'elles seront le bon interlocuteur pour nous aider à promouvoir ces nouveaux déplacements.
Très bien, écoutez, merci beaucoup. Je crois que tout ceci est très, très enrichissant et très clair. Alors on a essayé là de brosser quelques grandes tendances, mais on voit quand même beaucoup de choses se mettre en place, à la fois la réalité des territoires qui est peut-être plus riche, plus contrastée que ce que l'on pouvait imaginer au départ. Cette question de l'articulation aussi qui nous semble très intéressante entre la culture au sens des visions, des perceptions d'une part, et puis d'autre part les usages, les pratiques. Et on se dit que là on est sur une voie de transformation qui est quand même assez importante, parce qu'au fond, si on comprend, si on tire un peu les fils, c'est en faisant que les mentalités aussi évoluent, et que les mentalités évoluant, les usages peuvent se transformer eux-mêmes. L'articulation aussi, qui est très importante entre toutes les petites mutations que l'on est en train de vivre. Alors on le voit souvent dans les villes, on le voit peut-être encore moins dans d'autres univers, mais c'est vrai que ces derniers mois, ces dernières années ont déjà été un formidable accélérateur, et on peut imaginer que les choses se poursuivent. Et puis la nécessité d'associer à ces transformations une pluralité d'acteurs. Et au fond, on est dans un monde où l'idée, d'ailleurs c'est peut-être l'un des enseignements forts de ces dernières années, l'idée de décréter une transformation n'a plus de sens. On ne va pas décréter, dire voilà, c'est ce qu'il faut faire pour les années qui viennent, même si on voit l'importance des incitations au sens formel, mais ça ne peut pas venir que d'un seul acteur. Donc le maillage des acteurs, l'idée d'être en partenariat, en échange est très important. Je suis désolé parce qu'il y a encore des questions, mais malheureusement, le temps qui nous est imparti arrive à échéance. Donc, je vous remercie d'abord toutes et tous pour votre présence ce matin, matinale. Voilà. Je crois qu'on voit bien qu'on est dans une période de transformation assez profonde et peut-être inédite il y a quelques années dans leur ampleur. C'est-à-dire on est à la fois en train de dire, face aux mutations qui sont nécessaires, il va y avoir des difficultés parce que tout le monde n'est pas encore embarqué, loin s'en faut, mais on est quand même en train de mesurer l'ampleur des transformations qui sont à l'œuvre. Voilà. Tout ceci est censé nous conduire vers la France de 2025, puisque nous sommes quand même, ça va sans dire, en pleine campagne présidentielle, voilà, mais on a des débats qui sont ici sur le fond et pas uniquement sur les déclarations de tel ou tel candidat, et ça nous semble faire du bien de temps en temps. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci bien entendu à Generali d'être ici, de nous accueillir et d'organiser ces rencontres. Merci à Radio Classique présent à distance via Voice et le GCF pour ces échanges. Bonne journée à toutes et à tous et d'excellente mobilité, avec prudence bien entendu, puisque si on fait l'état des risques, il ne faut quand même pas prendre trop de risques. Ça va de soi. Voilà, un grand merci, très belle journée à toutes et à tous et puis probablement, on l'espère, à bientôt.